comme tu veux. Comme tu veux. Toi, tu peux rester assis pour les... Impressionné comment les salles se remplissent toujours par l'arrière, par l'avant. Incroyable. Bien, vous entendez bien. Bonjour à toutes et à tous. Alors, peut-être un point de logistique. Il y a une captation, donc on va, un peu comme au cinéma, on va jouer ça en deux temps. D'abord, les semestriels, donc je vais faire les présentations et l'introduction des semestriels avec Philippe. Et le film, l'ambition sera présentée donc dans un deuxième temps. Il n'y aura pas d'entracte. Dans un deuxième temps pour notre plan stratégique. Donc je vais faire deux introductions. Donc j'ai le plaisir d'être accompagné par les meilleurs, une partie du comité exécutif de Visiative. Donc je vais commencer par Audrey, qui est peut-être la moins connue de vous tous, mais qui travaille de manière acharnée sur les nouveaux outils et la plateforme technologique Agora, ainsi que l'ensemble des solutions métiers, donc qui pilote à la fois la R&D et la SI chez Visiative. Donc Audrey qui nous a rejoint maintenant depuis plus de 2 ans et qui a fait un parcours, on va dire, intéressant et exceptionnel chez Cegid. Donc on est très content qu'elle nous ait rejoint il y a quelques mois maintenant. Et bon, j'ai l'impression qu'elle est là depuis de nombreuses années. Donc Bertrand, qui est DG délégué et qui, lui, nous a rejoint aussi il y a quelques années, mais que vous connaissez, hein, on a eu l'occasion de faire quelques présentations. Et bien sûr, Philippe, que vous connaissez forcément, hein, puisque c'est l'homme de chiffres et qui va présenter justement les semestriels. On a, comme on est dans un pivot très important pour Visiative et une accélération que je présenterai dans un deuxième temps, donc on a la chance aussi d'avoir avec nous Pascal Dumas, qui est une de nos administratrices, qui a aussi beaucoup œuvré à la présidence d'HP France et qui est bien évidemment source d'inspiration et de bons conseils. Et quand on parle de conseils, on a besoin aussi de conseils au niveau stratégique. Donc on a aussi François qui pilote le comité stratégique de Visiative et lui aussi très connu pour avoir œuvré à la présidence de Sopra Steria pendant quelques années. Donc après ces semestriels, on fera quelques questions-réponses sur les semestriels qui nous amènera tout de suite derrière vers le plan stratégique. Donc déjà en introduction des semestriels, ce que je voudrais peut-être signaler, c'est que le plan Catalyst est déjà derrière nous, hein, comme on l'avait annoncé en fin 2022. Avec une ambition d'accélérer la transformation du modèle économique Visiative. Et vous allez voir que les semestriels démontrent une forte accélération de notre modèle OPEX, donc ARR, qui a plus de 70% de croissance. Donc on a une très très forte transformation de notre modèle économique, tout en préservant une croissance liée bien évidemment avec cette capacité de faire des croissances externes, donc une croissance elle aussi top line à 2 chiffres. Donc peut-être on peut commencer par les activités. Donc Visiative aujourd'hui, c'est 23 000 clients, donc avec une fierté de ce capital client qui est très important, hein, qui est principalement PME, ETI et en France jusqu'au SBF 120 sur la partie innovation. Visiative, c'est aussi une machine à acquérir et à séduire de nouveaux clients, hein, puisqu'on est sur une moyenne annuelle d'environ 1000 nouveaux clients. Donc même si nos leviers de croissance sont extrêmement forts en ce qui concerne l'upsell et le cross-sell,
on a la capacité d'attirer de nouveaux clients. Et puis si on regarde sur le marché français, hein, où on est leader sur ce secteur de l'industrie, hein, dans la dynamique industrie du futur, on peut dire qu'aujourd'hui, on a presque une entreprise sur deux industrielle qui utilise au moins un des services de Visiative. Et ça, c'est assez clé en termes de fondation. Notre revenu semestriel est en croissance de 11%. Ce qu'il faut retenir, c'est que Visiative, que vous avez connu pour certains lors de l'introduction en bourse, on a fortement évolué en termes de recurring business, donc avec un modèle qui aujourd'hui est de l'ordre entre 65 et 70%, hein, suivant notre conquête. Donc un modèle recurring qui est basé historiquement sur le modèle de maintenance et de licence et qui est en train d'être accéléré par ce modèle ARR, et j'y reviendrai. Et ce qu'il faut noter aussi avec le travail qui a été fait, et plus particulièrement la dynamique internationale qu'a mis en place Bertrand par son expérience de CEO SolidWorks, vous voyez une accélération forte de l'international. Puisque notre chiffre d'affaires aujourd'hui à l'international atteint 35%, et vous verrez qu'on a des ambitions fortes pour continuer cette dynamique. Donc l'ARR, j'en ai parlé. Donc l'ARR est composé aujourd'hui de deux natures de produits. Donc les produits Visiative qui sont en forte accélération depuis maintenant quelques mois, hein, puisque comme on vous l'avait précisé, toute la conquête se fait en ARR. Donc on a encore quelques clients qui sont en mode licence maintenance, mais tous nos nouveaux clients sont en abonnement. Donc une forte accélération. Et puis plus récemment, une accélération là aussi très forte, hein, dans le sillage de Dassault Systèmes, hein, qui a aussi accéléré son modèle ARR. Donc de plus en plus d'abonnés, y compris sur les métiers de CAO et de PLM, ce qui, là aussi, nous donne une vision à terme d'une entreprise Visiative qui doit construire son futur sur le modèle d'abonnement, et j'y reviendrai. Concernant les l'EBITDA, pour ceux qui nous connaissent depuis très longtemps, ce n'est pas les semestriels qui sont les l'EBITDA de référence, hein, puisqu'on a une forte saisonnalité. Une saisonnalité qui est très, j'ai envie de dire, money time, avec un Q4 qui est très fort, hein, puisqu'on a, et je le rappelle, l'ensemble de nos contrats historiques de maintenance qui sont plutôt à échéance novembre-décembre. Donc on va arriver en fait dans la dynamique de boule de neige de ces contrats là dans quelques mois. Donc, néanmoins, on avait surperformé l'an dernier sur ce semestre. Donc, on a été, bien sûr, c'était extrêmement challenging d'arriver au même niveau d'EBITDA. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est sur un modèle à 7% d'EBITDA, qui est un modèle sur lequel, là aussi, on se sent résilient, stabilisé pour aller justement continuer à investir, hein. On a beaucoup investi, on y reviendra sur la marque Visiative, hein, puisque un grand nombre de pays est passé sur la marque et sur le brand Visiative. On fera un peu de détails, donc ça coûte un peu d'argent. On a aussi changé les modèles de commissionnement, de commission des commerciaux, donc ça change aussi, là aussi, la photo au semestre. Ensuite, nos talents et la croissance des effectifs, hein, donc on est aujourd'hui à 1410, donc c'est extrêmement précis. Je dois avouer que là aussi on a beaucoup évolué au niveau de notre système d'information RH, et puis comme vous le savez, hein, l'humain est au cœur du projet Visiative, et nos talents sont importants, et là aussi une dynamique de croissance au sens nouveaux talents qui est assez stable, hein, depuis ces dernières années, puisque là aussi, si vous vous souvenez, on est entre 100 et 200 personnes supplémentaires, sachant qu'on a, comme tout le monde, un peu de turnover. Donc voilà pour la photographie à date. Donc si on rentre maintenant dans les
Dans les chiffres, et je laisserai après la parole à Philippe sur la partie finance. Alors, bon, les résultats au sens très top line, chiffre d'affaires, vous les connaissez depuis maintenant juillet, hein, donc il n'y a pas de surprise. Hein. Je vais juste revenir sur deux, trois sujets hein, qui sont bien évidemment la forte accélération du SaaS, comme je vous l'ai présenté. Là aussi, peut-être en termes de pédagogie, on mesure deux indicateurs. Un indicateur qui est plus orienté très booking, qui est l'ARR, hein, qui est la boule de neige d'entrée commande que nous avons quand on prend des commandes en mode abonnement, et là plus particulièrement sur le modèle Visiative, et puis le SaaS qui est reconnu à chaque fois qu'on délivre et qu'on déploie les solutions. On a aussi un pilier conseil qui est de plus en plus fort chez Visiative, hein, qui apporte justement la stabilité et la légitimité de notre proposition de valeur qui, je le rappelle, est des conseils, des solutions et des connexions. Et ce conseil est lui aussi en forte accélération. Et puis, comme vous l'avez vu, l'international qui est en croissance aussi intéressante. Ce que l'on peut dire en termes d'activité, parce que je sais que déjà nos analystes nous ont posé les questions hier, et notamment compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui et de la conjoncture. Donc moi j'ai résumé ça assez simplement. En plus, on fait un tour des régions et on voit beaucoup de clients actuellement pour présenter de manière transparente le plan stratégique. Donc il y a beaucoup d'activités chez Visiative, il y a beaucoup de demandes, beaucoup de projets. C'est vraiment intense. Après, les décisions se décalent un peu, et là vous comprenez tous un peu pourquoi. Il y a véritablement un problème de liquidité sur les PME ETI qui souffrent en termes de compétitivité. Donc on va dire que les projets sont un peu rabotés ou quelque part décalés. Ceci dit, nous, on surperforme par rapport à ce qu'on voit au sens pénétration des solutions dans le contexte industrie du futur. Donc on est très fiers, hein, et j'ai envie de dire que c'est grâce à notre proposition de valeur singulière. Nos clients nous font de plus en plus confiance, et sont là aussi de plus en plus ouverts pour qu'on les accompagne sur le futur. Donc tout va bien en termes d'activité. Tout va se passer là dans les quelques semaines pour concrétiser des beaux projets. On a des très beaux projets, donc en espérant qu'ils ne soient pas trop rabotés compte tenu de la conjoncture. Donc je te laisse la main, Philippe, pour... Bon, simplement, effectivement, il faut se rappeler que notre activité comprend une partie importante de revenus récurrents. C'est une des caractéristiques en fait, de Visiative. Les revenus récurrents comprennent un certain nombre de choses, dont effectivement les abonnements SaaS, mais également tous les contrats de maintenance et les contrats pluriannuels que l'on a en consulting ou en service. Donc effectivement, et on l'avait constaté lors de la période Covid, c'est effectivement une partie importante, stable, qui permet d'avoir à Visiative de la visibilité, quel que soit le contexte. C'est sûr que faire une belle année, c'est avant tout augmenter, bien entendu, le nombre de clients, c'est faire de la conquête, mais en ayant effectivement cette base solide sur laquelle Visiative s'appuie. La partie SaaS, même sur le semestre d'abonnement SaaS, donc a fortement augmenté. Hein. C'est là où on est effectivement dans ce changement de modèle. On n'est pas en train c'est ce qui nous a conduit en fait à lancer ce nouveau plan stratégique, de mettre fin au plan Catalyst dès l'atteinte des 30 millions et aujourd'hui s'organiser pour effectivement développer en fait notre activité d'abonnement. Ah si. On a un peu trop vite. Donc, en termes d'ARR, je vous rappelle que l'ARR, c'est 12 fois en fait le MRR, hein, le Monthly
recurring revenue. Donc, il est en forte augmentation, 70% en fait par rapport au premier semestre 2022. Il est même en augmentation séquentielle par rapport au dernier semestre 2022, puisqu'on est en croissance séquentielle de 21%. Donc on voit effectivement cette traction en fait dans les changements de modèle, donc tant sur notre partie propre de nos solutions logicielles que c'est sur les parties ce qu'on appelle aggregate, qui sont les solutions tiers, dont Dassault, DriveWorks ou autres. Si on regarde effectivement notre PNL semestriel, donc Laurent l'a mentionné, nous avons une saisonnalité qui est relativement forte en termes de résultats. 30% à peu près de notre résultat est réalisé sur le premier semestre, 70% sur le deuxième. Pendant de nombreux semestres, nous étions même négatifs en fait sur le premier semestre. On voit que l'on est positif sur ce semestre-là, ce qui est relativement important. Ça signifie qu'en fait, nos charges de structure sont calées par rapport à notre plus petit semestre. Et donc forcément, sur le deuxième semestre, on a un fort levier opérationnel lorsqu'on enregistre en fait l'ensemble du renouvellement de nos contrats de maintenance. Donc effectivement, on est en contraction effectivement de notre EBITDA. On suit aujourd'hui notre EBITDA sur deux axes. La partie France, qui est souvent une rentabilité plus faible, puisqu'elle comprend l'ensemble de nos dépenses de développement R&D, mais également l'ensemble des frais corporate de la société. Et de l'autre côté, l'international, qui est traditionnellement une forte rentabilité, puisqu'elle bénéficie effectivement de la commercialisation des logiciels développés par la structure et notre équipe. Deux impacts en fait ont impacté majoritairement sur ce premier semestre. Encore une fois, pour préparer ce changement de modèle, on est en train de basculer sur des ventes pratiquement en totalité sur des nouveaux clients en SaaS. Il était important d'adapter en fait notre système d'incentive sur les commerciaux pour qu'ils soient incentivés sur les entrées commandes et non plus sur le facturé. Puisqu'effectivement, lorsque vous rentrez un contrat d'abonnement, en fait, vous allez facturer tout de suite peut-être 1 mois, 2 mois sur la période, mais c'est étalé. Alors que lorsque vous facturiez auparavant en CAPEX avec licence maintenance, vous enregistrez tout de suite en chiffre d'affaires la licence avec une maintenance étalée. Donc ce changement-là, il était important de l'opérer de telle sorte que nos commerciaux soient alignés avec notre stratégie de dynamiser en fait notre entrée commande et de les incentiver tout de suite sur les contrats d'abonnement entrée. Donc forcément, ce changement-là a eu un impact sur les commissions, puisqu'effectivement, nous avons continué à payer des commissions pratiquement sur tout le backlog que l'on avait au 31 décembre, que l'on a facturé sur le premier semestre, et en plus des commissions sur les entrées commandes qui ont été réalisées sur le premier semestre. Donc vous comprenez bien que cette modification, elle va disparaître ou en tout cas s'atténuer sur le deuxième semestre, puisque cette bascule aura déjà été réalisée. Si on regarde l'international, qui a été beaucoup plus impacté en fait sur ce semestre, on était à 10,5 de rentabilité l'année dernière, on est à 6,5. Nous avons effectivement lancé un changement de nom de Signalétique avec une dynamique assez importante au sein du groupe. Il était important qu'on continue cette stratégie sur l'ensemble de nos filiales. Nous avions en UK des filiales qui s'appelaient encore Innova, en Benelux qui s'appelait Dimension, en Allemagne qui s'appelait MBCAD. Donc tout ça a été modifié. Aujourd'hui, c'est Visiative UK, c'est Visiative Benelux, c'est Visiative Germany. On a vraiment, et donc ça c'est assez important puisque ça enclenche, ça entraîne en fait l'ensemble de notre écosystème, les clients, les salariés. Et lorsqu'effectivement on veut travailler dans le cadre du nouveau plan stratégique sur du cross-sell, c'est important de faire connaître au niveau des clients les différentes solutions que le groupe Visiative est en mesure de leur proposer. Donc cet investissement marketing réalisé au premier semestre, c'est à peu près de l'ordre de 400 000 €, à peu près 100 000 € par pays. Il est réalisé, il est derrière nous. On n'aura pas effectivement cet impact sur le deuxième semestre. Et encore une fois, à l'international, c'est même
typologie en fait de business que Visiatif dans son ensemble, c'est-à-dire qu'on a aussi un deuxième semestre relativement important avec aussi un volume de contrats qui vont être enregistrés sur le deuxième semestre. Si on descend en dessous de l'EBITDA en termes de résultats d'exploitation, d'EBIT, effectivement, l'EBIT est encore un peu plus impacté. Pourquoi? Parce que nous avons des amortissements, des dotations aux amortissements qui, elles, ne suivent pas effectivement les 30-70, donc sont linéairement amortis. Donc forcément, on n'a pas de baisse de cette dotation. Par contre, elle est fixe et elle sera à peu près identique sur le deuxième semestre. Donc forcément, on se retrouve avec un REX en contraction un peu plus marquée, à moins 18%. Mais encore une fois, si vous regardez effectivement l'historique, on a eu des résultats d'exploitation légèrement négatifs sur le premier semestre qui permettaient effectivement d'être largement compensés sur le deuxième. Si on descend en dessous de l'exploitation, on voit effectivement une charge financière qui augmente. Alors, elle a deux origines. D'une part, nous avons réalisé un certain nombre d'investissements en 2022, 4 acquisitions réalisées en 2022. Donc, on a effectivement une dette qui s'est renforcée, même si elle a été renégociée en 2022, elle a quand même augmenté en termes de volume, donc qui a effectivement porté l'augmentation des frais financiers. Mais bien entendu, l'autre point, c'est l'augmentation des taux d'intérêt. Ça a impacté à peu près tous les business à peu près en septembre 2022. Donc effectivement, on a une année pleine aujourd'hui d'intérêt avec ces nouveaux taux Euribor. Il faut regarder que sur le deuxième semestre 2022, on était déjà à 2,2 de résultats financiers. Donc vous voyez, on n'aura pas autant de différence sur le deuxième semestre que ce qu'on a constaté entre le premier semestre 2022 et le premier semestre 2023. En termes d'éléments exceptionnels, nous avions effectivement annoncé un désinvestissement toujours dans le cadre du plan stratégique. On se recentre en fait sur nos métiers software et consulting. Et donc, nous avions pris la décision en fait de désinvestir la partie infogérance, hébergement IT. Donc, nous avons effectivement cédé une filiale qui était en France, qui s'appelait VMS, Visiatif Managed Services, au groupe Xefi. C'est un partnership en fait qu'on réalise avec Xefi pour effectivement développer des offres communes, mais l'idée est effectivement de se recentrer en fait sur nos deux activités core, software et consulting. En termes de taxes, on l'avait expliqué aussi au premier semestre 2022, le taux d'imposition est principalement en fait lié à l'international. En France, on bénéficie aujourd'hui, et chaque année, on réduit en fait les déficits reportables dont on bénéficiait. Donc en fait, une partie importante en fait de notre taxe provient aujourd'hui de l'international. Donc la baisse effectivement du résultat sur ce premier semestre de l'international a effectivement réduit de façon proportionnelle la charge d'impôt sur ce semestre. Donc si on regarde effectivement, on réalise un profit sur la période qui est relativement significatif, en forte augmentation, mais effectivement, il comprend cette plus-value de désinvestissement. Si on regarde notre tableau des flux de trésorerie, donc nous avons également traditionnellement au semestre une consommation, en fait, un BFR souvent en forte augmentation. C'est une question de saisonnalité, principalement sur les business de consulting, en termes de facturation et d'encaissement client. On voit effectivement que par rapport à l'année dernière, on a une augmentation sensible de ce working cap. C'est principalement lié à des effets périmètres, mais également par notre difficulté à optimiser de la même façon que l'on le réalise habituellement. Donc on s'est un petit peu pénalisé. Il ne faut pas y voir effectivement un décalage ou même des problématiques clients. Aujourd'hui, on ne constate pas de difficultés d'encaissement client. On a des difficultés. On a pas mal de petits clients effectivement
qui aujourd'hui déposent le bilan, ont des difficultés. Néanmoins, nous avions mis en place il y a 2 ans une assurance crédit donc, qui nous couvre, et aujourd'hui, on n'a pas d'impact sur cette partie-là. Également, on a des systèmes en fait, de provision client qui sont relativement prudentes, en tout cas qui sont déployées sur l'ensemble du groupe. On déprécie à 50% à partir de 6 mois de retard, 100% à partir de 12 mois. On maintient effectivement cette politique et aujourd'hui, en tout cas, on n'a pas d'alarme particulière sur ce point-là. Néanmoins, on a été un peu pénalisé ce semestre, mais sans y voir effectivement une problématique en tout cas particulière. Si on regarde la partie investissement, nous avions effectivement réalisé au cours des années passées de nombreux investissements. Ce premier semestre, on a réalisé beaucoup moins d'acquisitions. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas en cours puisqu'on en a annoncé 2 pendant l'été, mais il y en a eu très peu sur le premier semestre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, effectivement, en fin d'année 2022, nous avions racheté les intérêts minoritaires de nos filiales au Benelux. Par contre, les décaissements ont eu lieu sur ce premier semestre, donc qui sont une grosse partie en fait, des acquisitions réalisées sur le semestre. Et nous avons également fait l'acquisition de petites structures, dont notre bâtiment à Nantes. Les CAPEX, autrement, sont principalement liés à la R&D capitalisée, qui est en légère baisse, mais qui représente quand même 4,2 millions sur ce premier semestre. Et bien entendu, l'ensemble de ces flux d'investissement sont minorés par le désinvestissement sur la cession de l'activité hébergement. Sur la partie financement, un point important à noter qui effectivement aussi est défavorable sur la comparaison entre la consommation de cash du premier semestre 2022 et celle du premier semestre 2023, c'est que nous avons versé un dividende en forte augmentation cette année et on l'a versé sur le premier semestre alors qu'il avait été versé sur le deuxième semestre en 2022. Donc sur effectivement la partie financement, on a réalisé comme en 2022 une augmentation de capital réservée aux salariés. Ça fait partie effectivement de notre plan stratégique et on aura effectivement une continuité sur ces parties-là. Donc on termine le semestre avec une position de trésorerie de 25 millions d'euros. Il est vrai que faire appel aux facteurs, c'est quelque chose qui coûte aujourd'hui de plus en plus cher. Donc faire du window dressing en fait, sur les bilans, ça a un coût. Donc l'objectif, on essaye de gérer ça en bon père de famille. Sur la partie bilancielle, on a effectivement, donc, si on se compare par rapport au 31 décembre 2022, vous voyez qu'effectivement la dette est restée à peu près dans un niveau équivalent. En termes de clients, on est à peu près à 78 millions versus 71 millions en décembre 2022. Si on se compare par rapport au 30 juin, on était à 58. Donc on a 20 millions de plus en créances clients, principalement liés aux acquisitions. On a pratiquement plus de 8 millions en fait, qui sont liés aux acquisitions et donc qui viennent peser aussi dans cette variation BFR qu'on a parlé tout à l'heure. Et donc, effectivement, une consommation de cash entre le 31 décembre et le 30 juin 2023 de peu près 30 millions d'euros, conformément à ce que je viens d'expliquer sur le tableau de flux. Donc, sur la partie dette, le levier, en fait, le gearing à fin juin est assez important. On dépasse les 100%. Encore une fois, c'est effectivement cette périodicité ou cette saisonnalité en fait, qui vient nous le mettre à ce niveau-là. Néanmoins, notre prévision sur la fin de l'année est de revenir à un gearing en fin d'année à 70%, 0,7 pour la fin de l'année. En termes de dette nette, nous avons effectivement des covenants qui sont jusqu'à 3,8, donc nous n'avons pas de problématiques particulières là-dessus, sur ce niveau-là, et on pense être aux alentours de 2 fois notre EBITDA pour la fin de l'année 2023. Si vous regardez effectivement les maturités de dette, compte tenu du refinancement qui a été réalisé en 2022, nous n'avons plus effectivement de
de périodes potentiellement complexes de remboursement. Nous remboursons à peu près 10 millions de PGE par an jusqu'en 2026. Et aujourd'hui, on a un niveau de dette qui est tout à fait supportable et en mesure de faire face à ces remboursements, sans être obligé de retourner voir ou renégocier notre dette. Et je vous rappelle également sur la partie dette que nous disposons effectivement d'une enveloppe de 60 millions d'euros pour réaliser des acquisitions et que nous allons effectivement déployer, on le verra dans le cadre du plan stratégique. Si on regarde Visiative est une société familiale. Le contrôle est réalisé à travers un pacte de concert qui comprend effectivement Aliative et un certain nombre de membres du concert. Le personnel détient aujourd'hui 6% en direct dans le capital de Visiative, mais il représente aussi 26% en fait du capital de Aliative, donc il a aussi une détention indirecte à travers Aliative. Et donc lorsqu'on regarde effectivement la détention en termes de droits de vote, le concert détient aujourd'hui plus de 67% des droits de vote de la structure. Et donc on vous rappelle effectivement que la société donc, désormais est une valeur également de rendement, puisque nous avions porté le dividende à 1,10 € pour l'exercice 2022. En termes de cours de bourse, on ne va peut-être pas effectivement trop en parler, puisque ce matin, effectivement, c'est pas terrible. Ce sera le moment de se replacer. Ce que je vous propose, c'est de répondre aux questions concernant les semestriels avant de passer au plan stratégique. Donc, vous avez des questions ? Bon. Très bien. Oui, Emmanuel. Alors, on a mis effectivement en place les couvertures, mais sur effectivement juste la partie senior de notre dette, puisqu'une partie importante effectivement de notre dette est à taux fixe. Nous avons un EuroPP qui est à taux fixe, nous avons effectivement le PGE qui est à taux fixe, ainsi qu'un certain nombre de financements externes type BPI. Sur la partie qui est aujourd'hui soumise à taux variable, c'est 15 millions d'euros. Et donc nous avons couvert la moitié à un taux de 2,80 pour les 3 prochaines années. Donc on est aujourd'hui, si on rajoute la marge moyenne de notre dette, on est aux alentours de 4,80 en taux post-couverture. Et si effectivement on fait la moyenne, puisqu'il y a une partie qui n'est pas couverte, donc on doit à peu près tangenter les 5 sur notre partie dette variable. Bien sûr. En termes de cash, le transfert de 100% du capital de Visiative Managed Services, ça a quel impact cash? Effectivement, vous le voyez effectivement dans le tableau de flux, c'est 3 millions en fait de plus-value. Alors c'est pas en cash, hein, mais c'est en plus-value comptable. Mais on n'a pas communiqué en fait le prix de cession publiquement, donc j'en parlerai pas. La plus-value, c'est le net entre ce que l'on a effectivement comme actif sur cette société, moins effectivement. Déjà, c'est que la transaction est confidentielle pour respecter le partenaire et qu'on n'a pas communiqué sur le prix de cession en fait. Marge brute que vous faites avec Dassault Systèmes,
Est-ce que ce serait possible d'avoir cette information et peut-être la comparer avec celle que vous aviez il y a quelques années pour voir si implicitement il n'y a pas eu une pression quand même sur cette marge brute qui pourrait expliquer peut-être le pincement qu'on voit sur la rentabilité. Alors, Enfin, peut-être que là, enfin, j'ai envie de dire un chapitre à part entière, hein. Donc, concernant les marges d'Assosystème, bon, déjà sur les modèles historiques, elles n'ont pas bougé, donc ça c'est important. Elles ne bougent pas sur les contrats historiques de maintenance, donc elles ne bougent pas depuis de très nombreuses années, hein. Donc là, il y a une fiabilité de ce modèle. Et après, la réponse sur les nouveaux modèles économiques, c'est que la marge, effectivement, est différente. Elle est différente et elle anticipe justement une marge plus importante sur le futur, hein, puisqu'on est en train de créer une boule de neige. Donc on a un niveau de marge quand on vend en abonnement qui est moindre que la marge faite en modèle CAPEX. Mais là aussi, on ne peut pas communiquer, nous, sur les marges d'Assosystème. Peut-être juste une question sur l'atterrissage de l'EBITDA sur 2023. Donc, est-ce que vous attendez concrètement sur le H2 en termes d'amélioration? Alors, bon, la réponse, je ne vais pas botter en touche, mais je veux juste partager l'état d'esprit dans lequel nous sommes, hein. Donc, je le rappelle, on est dans un état d'esprit offensif, de conquête, et ça va me permettre de faire la transition sur le plan stratégique. Donc, notre ambition est de garder un modèle qui est de l'ordre, on va dire, de 10% d'EBITDA, hein, qui est le modèle qui nous permet de bien gérer l'entreprise et de stabiliser un modèle dans le futur. Donc quand j'ai dit ça, je n'ai pas dévoilé l'EBITDA, puisque l'inconnu, quand on parle aujourd'hui, c'est quand même la top line, hein, compte tenu de la conjoncture. Donc voilà, bon, l'entreprise est résiliente, hein, comme on a pu le montrer dans la période Covid. Je rappelle qu'on vient d'une marge d'EBITDA qui était plutôt de l'ordre de 5. Chaque année, on a gagné 1 point. Et là, notre stratégie, c'est d'être offensif. Donc, bien sûr, de ne pas de redescendre à 5, mais plutôt de stabiliser, de travailler sur un palier. Alors, certains m'ont posé la question de la courbe en J, est-ce qu'on va faire une courbe en J, etc. Ce n'est pas l'objectif, c'est compte tenu des différentes activités du groupe qui n'ont pas la même marge opérationnelle et notre capacité à faire des croissances externes, on peut piloter en fait cette marge pour la stabiliser vers les 10%, sachant que le modèle normatif dans lequel on veut s'inscrire sur le futur, on est plutôt entre 15 et 20. Donc on ne veut pas hypothéquer l'avenir par rapport à des objectifs qui sont très spéculatifs de fin d'année. Philippe l'a précisé, hein, Visiative est une valeur de rendement, de croissance, de long terme. Bon, notre cours de bourse est un peu rock'n'roll, mais c'est pas ça qui nous permet, c'est pas ça qui change notre stratégie. Donc on n'est pas là pour notre cours de bourse, on est là pour opérer, pour satisfaire des clients et pour embarquer une dynamique d'équipe. Bien. Donc je recommence pour la captation, l'introduction. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être venus nombreux pour l'ambition du nouveau plan stratégique de Visiative. Donc j'ai le plaisir de présenter ce plan avec l'équipe, une partie du comité exécutif de Visiative, donc avec Audrey, Bertrand et Philippe. Donc un plan, si je le résume avec une seule photo, et je vais demander à Philippe donc un plan qui est, désolé, un plan qui est basé, alors faut bien l'appréhender, qui est basé en fait sur l'expérience, l'expertise et notre track record Visiative, hein, cette capacité à exécuter, et qui a pour objectif d'aller chercher une dynamique et une ambition
forte, puisque Visiative a l'ambition à horizon de 2028 de doubler de taille. Donc un plan ambitieux, un plan transformant, puisqu'il a pour particularité de transformer une grosse partie de notre modèle économique et notamment d'aller vers un modèle économique d'abonnement. Donc il faut retenir abonnement, il faut retenir ambitieux, il faut retenir un demi-milliard de chiffre d'affaires. Et il faut retenir aussi une visibilité qu'on veut de plus en plus forte pour n'être pas comparable et comparé à des ESN, puisque Visiative a l'ambition d'être une consulting and software company, donc une capacité de montrer un modèle économique très, très résilient. Donc, qu'est-ce qui nous encourage, d'une part, à accélérer et à passer sur une ambition à la fois forte en tant que proposition de valeur et en termes de chiffre d'affaires et de transformation de modèle économique, c'est tout ce qu'on a pu construire maintenant depuis de nombreuses années. Donc ça s'appuie sur des points forts de l'entreprise que je vais vous présenter en faisant un peu de rétroviseur. Et vous allez voir que le plan qu'on a appelé Shift 5 est un plan qui va se construire et notamment s'appuyer sur 5 piliers qui sont les valeurs de l'entreprise, à la fois humaines et technologiques, qui nous permet aujourd'hui d'adresser ce marché de la PME, de l'ETI, de l'entreprise de croissance et l'entreprise innovante. Donc je le rappelle, on vient du bureau d'études, on a participé à plusieurs ruptures technologiques, notamment 2D, 3D. On a très vite accompagné les entreprises en expliquant que le bureau d'études n'était pas un silo dans l'entreprise, mais qui était l'endroit où se trouvait le capital de l'entreprise, le savoir-faire de l'entreprise, ses produits, et qu'il fallait que cette entreprise devienne plus communicante, que le silo soit cassé et que derrière, au travers de ce qu'on appelle les données techniques associées aux produits, on puisse améliorer la dynamique collaborative et commencer à adresser le sujet qui nous tient à cœur et qui porte la stratégie de Visiative maintenant depuis 2014, d'aller vers cette entreprise plateforme qui est data-centrique, donc qui permet justement d'aller capter les données et de se réinventer pour aller chercher ce qu'on appelle l'industrie du futur ou l'entreprise du futur et d'aller chercher des nouveaux modèles économiques. Donc historiquement, on est très industriel, hein, au sens produit du terme, fabricant industriel, donc tout ce qui se passe autour du produit, avec un partenariat historique, stratégique et fort avec Dassault Systèmes, hein, puisqu'on a suivi toute la dynamique de Dassault Systèmes. Et compte tenu de ce qui se passe, des nombreuses technologies qui arrivent, des nombreuses business solutions qui arrivent, on a trouvé là aussi pertinent, et nos clients le trouvent extrêmement pertinent, qu'il fallait qu'on associe à notre métier historique de VAR à la fois un métier de concepteur de logiciels, mais aussi de plus en plus un métier de conseil, puisque les dirigeants de PME industrielles ont besoin de cap et de feuilles de route pour accélérer leur transformation. Donc c'est ce qu'on a construit sur ces dernières années. Donc on est très fiers d'être passé d'une entreprise qui vendait des produits à une entreprise qui accompagne des transformations. Et ça, c'est vraiment le cœur de Visiative, hein, une entreprise qui vendait des produits avec des paniers moyens qui étaient assez faible, mais beaucoup de transactionnels, et une entreprise qui s'inscrit de plus en plus dans la durée et dans l'accompagnement au sens upsell, cross-sell chez ses clients. Et ce qui nous permet de faire ça, c'est cette vision qui est cette vision d'entreprise plateforme, où on va justement remettre la data au centre. Donc cette data qui est de plus en plus facile à capter, même si elle est extrêmement dense. Pourquoi elle est de plus en plus facile à capter? D'une part parce que les machines de fabrication sont connectées, donc c'est cette fameuse convergence entre l'IT et l'IoT. Donc on est capable de récolter et de capter des données qui viennent de l'atelier.
parce que les produits sont de plus en plus connectés, donc on est capable de mesurer l'usage des produits. Donc on passe d'une économie aujourd'hui de plus en plus de propriété au sens très capex du terme à des opportunités de marché qui nous permettent en fait d'aller chercher une économie d'usage, donc qui par le fait de capter ces données. Bien évidemment, une entreprise qui est capable d'être ouverte vers ses parties prenantes, donc ces parties prenantes qui commencent par les collaborateurs, qui sont contributeurs dans cette dynamique plateforme à la création et dans une dynamique d'interaction à la création de valeur pour aller réinventer la proposition de valeur de l'entreprise. Les clients, sur lesquels là aussi on travaille pour bien sûr suivre l'ensemble du cycle de vie produit et d'offrir les services après-vente, donc ce qui nous permet là aussi et ce qui permet aux entreprises industrielles de bien capter les usages des produits et bien sûr toute la dynamique d'écosystème autour de l'entreprise, donc sa supply chain, ses partenaires qui deviennent clés pour aller capter cette donnée. Donc la bonne nouvelle, enfin la mauvaise pour l'industrie, c'est qu'on est encore très loin de cet objectif. La bonne nouvelle pour Visiative, c'est qu'on est au cœur des débats de l'industrie du futur, des innovations. Donc l'innovation est vraiment au cœur des entreprises. Et j'ai envie de dire que c'est assez darwinien, hein, c'est-à-dire c'est se transformer ou disparaître. On voit aujourd'hui dans les entreprises industrielles beaucoup de consolidation, beaucoup d'ambition, des dirigeants qui sont déterminés. Ce qui manque aujourd'hui, c'est principalement l'équipage, les partenaires de confiance, la continuité et notamment s'inscrire dans la durée, ce qu'on sait faire chez Visiative, puisque nos clients, depuis 30 ans, sont toujours nos clients et ça, c'est une grande fierté. Donc Visiative, aujourd'hui, en termes d'exécution, donc là aussi, on est très fiers de notre capacité à exécuter nos plans stratégiques. On fait de manière très transparente des plans stratégiques depuis le plan CAP 2013. Ensuite, vous avez connu depuis l'introduction en bourse ODO 2017, qui a permis à Visiative de passer de 50 millions à 100 millions. Je rappelle que tous les plans ont été exécutés avec 5 ans d'avance, 1 an d'avance, pardon. Là, c'est pour le prochain. Il fallait bien que j'en fasse une, donc c'est pour voir si vous suivez. Donc, ensuite, un deuxième plan qui était lui aussi ambitieux, puisqu'on doublait de chiffres et on passait de 100 millions à 200 millions, avec là une ambition qui était de plus en plus internationale, une proposition de valeur qui s'est élargie, et bien sûr le dernier plan qui était très orienté EBITDA, et on le comprend facilement, puisque beaucoup d'acquisitions, une vingtaine d'acquisitions, un besoin de reconstruire des fondations, de reconstruire des fondations et de reconstruire à partir d'un modèle économique stable et résilient pour aller chercher une nouvelle dynamique offensive avec ce plan Shift 5. Ce plan, en fait, il est construit bien sûr avec un capital client. Donc ça, c'est important aussi de bien le signaler, ce capital client qui nous permet là aussi d'aller chercher des levées de croissance d'upsell et de cross-sell, et j'y reviendrai largement dans la proposition de valeur. Un capital client qui, lui aussi, comme je l'ai dit, s'étoffe avec une machine à acquérir des clients. Et j'ai envie de dire que c'est assez contagieux et plutôt dans une dynamique de communauté, puisqu'on a su mettre nos clients en relation. Et notre fierté, c'est d'avoir beaucoup de clients ambassadeurs qui, là aussi, nous permettent de travailler sur un des leviers futurs que je vais appeler la recommandation, c'est-à-dire que Visiative est de plus en plus recommandée, et donc on veut travailler sur ce sujet de recommandation. Une photographie de l'exécution pour vous montrer que quand on parle d'un plan stratégique, c'est sérieux, c'est solide et ça exécute chez Visiative. Donc on a toujours exécuté nos plans, ça se traduit ici par à la fois 3 mouvements importants. La croissance, que vous voyez en fait en termes de revenus. Donc une croissance, si je mets un peu l'année Covid de côté, qui est quand même
très forte, hein, qui conjugue à la fois de l'organique et de la croissance externe. Donc ça, c'est important aussi de bien le signaler, hein, c'est-à-dire qu'on a une dynamique de croissance organique historiquement à 2 chiffres et une capacité de créer de la valeur avec nos acquisitions, comme on a pu d'ailleurs le démontrer fortement avec le métier de conseil qui nous a rejoint quand même il n'y a pas si longtemps et qui est en train de se développer de manière très très forte. La transformation de notre modèle, même si là aussi il y a quelques mois on était au début de l'aventure de l'ARR, on a toujours construit des modèles récurrents, hein, donc avec un modèle qui est à 67% de notre chiffre d'affaires récurrent. Donc là aussi, hein, qui démontre d'une part la fidélisation de nos clients et d'autre part, j'ai envie de dire, le côté important des solutions qu'on met en place, qui sont structurantes et qui s'inscrivent dans la continuité. Hein. Si je prends quelques exemples de sociétés bien connues comme Radial, Fermob, Aldes, etc., sont nos clients maintenant depuis plus de 20 ans, pour certains plus de 30 ans. Donc quand un client nous fait confiance, il nous fait dans la durée et ça donne cette courbe de récurrence. Et enfin, la troisième dynamique qui est la capacité de gérer l'EBITDA et la croissance. Ce que je dis souvent, c'est que nous sommes une vieille start-up. On fait de la croissance à 2 chiffres, mais on n'oublie pas que gérer une entreprise, c'est de faire de l'EBITDA. Donc on l'a démontré là aussi sur le passé. Donc 3 éléments forts: croissance, récurrent et profitabilité. Si on regarde maintenant le marché dans lequel on évolue, et là aussi c'est important, et on va l'analyser au travers de 3 prismes. Le premier, ce sont les enjeux des dirigeants. Je le rappelle, on travaille de plus en plus à côté avec les dirigeants d'entreprises industrielles. Et aujourd'hui, les enjeux sont nombreux. Mais si on les résume par grande famille, les dirigeants de PME industrielles et d'ETI doivent bien sûr se transformer au sens très digital du terme. Et ça, je vous l'ai dit, ils sont très déterminés, mais ils sont au début de l'aventure avec une véritable problématique de SI qui est à la fois très déconnecté entre lui, ou s'il est connecté, c'est un vrai plat de spaghetti, j'y reviendrai, puisqu'on a vraiment un enjeu de continuum digital à offrir chez nos clients. Donc voilà, on a empilé des applications, on a empilé des solutions, on n'a pas fait l'adoption au cloud, et donc on a tout à reconstruire, hein, ce qu'on appelle l'urbanisation du système d'information, donc des entreprises qui ont besoin de réinventer leur système d'information pour adresser les enjeux du digital au service de leur croissance et de leur compétitivité. Ça, c'est le premier pilier et le premier enjeu, qui est, j'ai envie de dire, aujourd'hui de plus en plus accéléré par ce qui s'est passé, bien sûr, dans les crises que l'on a connues il n'y a pas très longtemps, mais qui ont changé qui ont changé quelque part les façons de travailler, mais qui ont aussi remis au cœur de la dynamique les collaborateurs, les parties prenantes, et qui donnent en fait là aussi des ambitions extra-financières chez nos clients, et notamment les ambitions de la RSE, de l'ESG, qui est pour eux une vraie capacité et une vraie opportunité. Alors certains le voient plus comme une menace, d'autres comme une opportunité de réinventer leur proposition de valeur au service de l'environnement et du social. Donc là, beaucoup de travail à faire au niveau stratégique et positionnement avec le digital. Et enfin, le troisième pilier, hein, quand on a cette opportunité de digital, quand on doit revoir sa stratégie RSE, ça accélère les innovations, alors à la fois des innovations de rupture, hein, qu'on connaît tous, l'hydrogène, le moteur électrique, etc., qui viennent en fait de manière très transversale réinventer en fait et donner l'opportunité de réinventer des nouveaux produits avec une stratégie de décarbonation. Donc on est au cœur de tout ça, et c'est bien là où on veut s'inscrire. Donc on est vraiment j'ai envie de dire, en haut de la pile des enjeux des dirigeants de PME, de PME et ETI industrielles. Le deuxième sujet qui est important, c'est que cette dynamique, alors on l'appelle industrie 4.0 en Allemagne, on l'appelle industrie du futur en France, et toute cette dynamique
de réinventer l'industrie de demain pour des questions à la fois de compétitivité, de souveraineté et d'environnement. Vous voyez que c'est un marché qui devient mature, qui devient stable, et ce slide démontre que Visiative surperforme par rapport à ce marché, ce qui est normal, puisque nous consolidons, nous avons vraiment l'ambition d'être le one-stop partenaire qui va permettre à un dirigeant d'entreprise d'aller adresser tous les sujets de l'industrie du futur, donc qui sont aussi bien dans la conception du produit, mais aussi jusqu'au manufacturing et en passant par les activités de vente et de service. Donc une grosse opportunité sur un marché en mouvement et stable. Ce slide, il a la particularité, en fait, bon, vous avez l'habitude de voir un SWOT, et moi j'ai l'habitude de travailler plutôt sur les opportunités et les forces. Donc de prendre en fait les opportunités d'un marché et les forces d'un marché, et c'est là que se trouvent à ce croisement les innovations. Et donc là vous avez en fait ici en haut la dynamique du marché. J'ai parlé des enjeux, l'industrie du futur par la typologie des activités des clients qu'on adresse, mais on a un mouvement fort qui vient bien sûr de ce qu'on appelle les drivers technologiques, donc l'IA, la data, la cybersécurité, etc. Donc qui crée là de plus en plus d'opportunités pour créer des business solutions. Donc là, on est au cœur de ce que souhaite proposer Visiative. Donc ces solutions qui adressent des besoins et des problèmes très business, et j'y reviendrai. Donc de plus en plus de business solutions, ce qui a donné d'ailleurs naissance à plein de startups qui, je le rappelle, une startup prend un problème, la transforme en solution, et cette solution elle est souvent digitale, et quand on va dans l'entreprise, elle est souvent mise en place à côté de nombreuses solutions, ce qui fait aujourd'hui un paysage d'applications et de solutions dans les entreprises qui est parfois pas très beau à voir, avec des interfaces utilisateurs un peu différentes. Donc c'est bien cet enjeu-là qu'on veut adresser, c'est être là, ce qu'on appelle chez Visiative cette dynamique de one-stop partner, donc en passant par cet engagement de confiance qui est la relation qu'on a dans la durée avec nos clients. Donc les points forts pour adresser ces sujets, c'est que nos clients nous font confiance, que nous sommes à un niveau de discussion C-level, et pour parler en français, dirigeants. Donc on travaille avec les dirigeants, les comités de direction de plus en plus, et bien sûr avec les transformeurs dans l'entreprise et tous les experts métiers. Qu'on a cette particularité d'être multicompétences, c'est-à-dire à la fois bien comprendre les métiers de nos clients industriels et bien sûr d'appréhender les technologies et de les transformer en solutions. Et cette capacité qu'on a démontré de se déplacer d'un métier de VAR, qui est un métier value added reseller, et on le voit par rapport aux autres intégrateurs qui sont très, j'ai envie de dire, et pas de manière péjorative, très distributeurs avec peu de value, et nous on se déplace de plus en plus vers la value, c'est-à-dire le consulting, le service, le packaging, le fait de délivrer des solutions prêtes à l'emploi. Donc voilà notre opportunité marché, donc ce qui nous permet derrière en fait là aussi de s'appuyer sur avec grande fierté sur la dynamique Visiative qui est bien sûr avant tout humaine. Je le rappelle et on y reviendra, on a quand même aujourd'hui là aussi 6% de nos collaborateurs qui sont actionnaires, 70% ont participé aux dernières augmentations de capital que l'on a proposées. On a une centaine de managers qui sont investis financièrement et qui sont aussi au capital au travers de notre mécanique d'holding. Et puis on a surtout une équipe performante, engagée, et ça c'est une grande fierté parce que chez Visiative, les collaboratrices et les collaborateurs sont engagés. Ils sont animés par une raison d'être quotidienne qui est d'apporter justement l'accélération à la transformation et à l'innovation chez nos clients, avec ce qui nous là aussi nous différencie, une raison d'être qui est d'inspirer l'entreprise de demain. Donc on l'a démontré avec le mouvement Entreprise du futur, d'anticiper les enjeux parce qu'on est en empathie et on a les outils, j'y reviendrai, pour bien comprendre les enjeux des PME et ETI industrielles. Et bien sûr,
ce qui n'est pas des moindres. On est convaincu que tout ça, toute cette transformation se joue en collectif et que pour ça, il faut démultiplier les synergies, d'où notre dynamique de communauté. Donc nos valeurs, bon, elles transpirent au travers des différentes images que vous voyez aussi bien dans les rencontres clients. On fait beaucoup de connexions rencontres clients. On est actuellement en train de partager notre plan stratégique avec nos clients. Encore une fois, un plan stratégique, il est là pour embarquer des parties prenantes, embarquer bien sûr les collaborateurs, mais aussi les clients. Donc on a une adhésion forte à ce plan. Ils sont là dans une dynamique de coélaboration, de confiance, de co-création et d'inventivité. Et bien sûr, ils sont prêts à s'adapter à un monde qui évolue très vite. Et j'ai envie de dire qu'ils sont parfois dépassés. Donc ils ont besoin de se recentrer sur leur métier. Et c'est à nous de faire la traduction de la technologie à l'usage pour qu'ils puissent bénéficier justement des atouts du digital. Une entreprise qui se veut aussi exemplaire en termes de extra-financier. Donc là, vous l'avez vu au travers des différents résultats que nous avons eus au travers du label. Mais j'ai envie de dire que le label, c'est bien. L'impact, c'est mieux. Donc on travaille aujourd'hui sur deux choses. On travaille d'abord sur notre proposition de valeur qui doit accompagner nos clients à l'impact, ce qu'on pourrait appeler le scope 3 dans la taxonomie. Donc on est vraiment concentré sur ce sujet-là. Donc on parle d'éco-conception, on parle d'économie circulaire avec nos clients, on est au cœur de leurs produits. Donc on veut vraiment que dans notre proposition de valeur transpire la dynamique d'impact et d'être là aussi un mouvement pour aller chercher l'impact à la décarbonation. On a aussi bien sûr au cœur un point fort qui est la marque Visiative avec la marque employeur ou la marque collaborateur puisqu'il porte ce maillot-là All Visiative. Donc là aussi des collaborateurs extrêmement engagés avec qui on travaille pour le futur. On a aussi mis en place les achats dans une dynamique de développement durable. Donc on a organisé, on a investi, on a une cellule RSE et achat responsable qui est forte, qui nous permet aujourd'hui de tenir des engagements ESG qui nous sont chers. Et puis je vais finir par la gouvernance, comme je vous l'ai dit en présentation, une gouvernance qui se veut ouverte, donc avec un comité stratégique qui est piloté par François Hainaut, ici présent, des administrateurs indépendants dont Pascal Dumas est partie prenante maintenant depuis de nombreuses années. Donc une dynamique ouverte et une gouvernance qui doit être alignée à notre stratégie d'entreprise différente, aussi bien par sa proposition de valeur que par sa façon d'être managé. Donc j'avais dévoilé un peu en avance mais je sais qu'il a été fortement partagé, donc le nom de notre prochain plan stratégique, donc il s'appelle Shift 5. Alors pourquoi 5 parce qu'il est sur 5 ans, parce qu'il a 5 moteurs piliers de transformation et d'exécution, et puis puisqu'il nous amène à 500 millions d'euros. Et qui nous permet en fait de doubler de taille dans les 5 ans à venir. Donc on ne le fera pas avec 5 ans d'avance, mais on essaiera de l'exécuter assez vite. Ce qu'il faut bien comprendre dans ce plan, déjà, c'est sa vision. Donc là, comme vous l'avez vu sur les résultats actuels, comme vous l'avez vu dans la façon d'exécuter, notre ambition, notre vision, c'est que 100% des clients Visiative, demain, soient abonnés à la plateforme Visiative. Donc ça, c'est important parce que ça veut dire que notre façon de travailler avec nos clients devient en fait une relation de confiance, une relation d'abonnement, aussi bien à des services qu'à des softwares, et des softwares qui sont aussi bien des softwares de Visiative que des softwares que l'on agrège dans notre proposition de valeur, à condition, bien évidemment, qui répondent à cet enjeu d'industrie du futur et qui soient au cœur de notre savoir-faire métier. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire déjà que notre relation client, que notre customer experience avec nos clients est en train de se réinventer et qu'elle va être bien plus forte qu'elle l'est actuellement, même si aujourd'hui, humainement, elle est très très forte.
On veut aller la chercher de manière digitale, on veut simplifier les déploiements, on veut justement leur simplifier la vie et nous simplifier la vie pour être là aussi en excellence opérationnelle et délivrer le plus de valeur possible. C'est ce qu'on appelle le one-stop partner, le all-in-one partner, aussi bien en termes de software et de services. Et là, ça se construit sur des faits, sur la réalité. Vous voyez que Visiative attire des nouveaux clients, mais attire aussi des nouvelles sociétés. Et j'ai envie de dire, et c'est grâce à ce travail collectif qu'aujourd'hui, Visiative est sollicité fortement pour aller chercher le go-to-market des industries et plus particulièrement les entreprises en croissance. Donc on est une vraie plateforme d'agrégation, une vraie plateforme de consolidation, aussi bien d'ailleurs services que software. Donc beaucoup d'éditeurs de logiciels, de sociétés de conseil nous sollicitent pour les aider à attaquer ce marché compliqué, qui est le marché du middle market, où il faut être pragmatique, il faut être là aussi économiquement malin et il faut créer ce climat de confiance. Donc Shift5 est vraiment basé sur ce savoir-faire singulier de Visiative. On l'a résumé au travers de 5 X. C'est facile à retenir. Alors on m'a demandé c'est quoi le lien entre Shift5 et les 5 X. Il n'y en a pas plus que ça, si ce n'est que la dynamique de mouvement et on pourrait représenter les 5 X en engrenage de dynamique collective. Donc le premier qui a son importance et qui est à mon sens le plus important, c'est notre capacité d'exécution. Donc voilà, on a toujours écrit ce qu'on allait faire, on a toujours fait ce qu'on a écrit et notre capacité d'exécution, en fait, là, on la tient bien parce que du coup, excusez-moi du terme, parce que c'est important, elle est aujourd'hui en adhésion forte avec les collaborateurs, elle est bien comprise par nos clients et c'est ce qu'on appelle la Visiative Innovation Engine, ou le Visiative Innovation Engine, donc ce moteur d'exécution de Visiative qui en fait rassemble l'ensemble de notre proposition de valeur. Et si je le résume, c'est des conseils. Donc on est là pour apporter des conseils à nos clients, leur conseiller des solutions et de les mettre en mouvement collectif et en communauté. Et ça, au-delà de marcher, ça s'exécute et ça se propage. Donc nos clients eux-mêmes reconnaissent qu'aujourd'hui, Visiative est un endroit de recommandation, est un endroit où on est en confiance et un endroit où on capte de la donnée pour aller chercher les meilleures solutions. Donc on s'appuie aujourd'hui sur un démarrage d'une empreinte internationale, un démarrage fort de notre cross-sell et de notre upsell, et puis cette proposition singulière. Et notre déplacement, c'est bien sûr de s'appuyer sur ces points forts et d'aller les renforcer avec cette culture centrée client, j'ai envie de dire obsession client et satisfaction de nos clients, cette capacité à déployer cette proposition de valeur globale à l'international. Il faut savoir que notre implantation aujourd'hui à l'international est parfois sur un des 3 piliers. Et donc on a un travail important et on est animé tous les jours avec Bertrand sur ce sujet-là. Comment déployer notre proposition de valeur à l'international. Donc là aussi, on a investi au premier semestre. Alors bon, ça dégrade un peu notre EBITDA, comme vous l'avez vu. On a investi pour préparer ce futur-là à l'international. On a un deuxième sujet, c'est que cette plateforme, au sens très catalogue de conseils, solutions et de connexions, doit se renforcer. On doit être pertinent dans le fait de mettre les bonnes solutions, les bonnes pratiques de conseil. Donc on a ce fameux ce qu'on appelle le Select by Visiative, qui va permettre de donner ce label d'excellence et notamment d'adéquation entre le besoin marché de nos clients et les solutions. Et puis enfin, à la fin, la cerise sur le gâteau, c'est que nos clients puissent vivre une expérience globale dans cette plateforme Visiative Innovation Engine.
Donc cette plateforme, elle a pour objectif d'embarquer l'innovation dans les organisations de nos clients. Je pense qu'on ne peut pas être plus clair par rapport à ça. Elle a pour objectif de bien les conseiller sur maintenant 4 practices. Donc ça aussi, ça va s'étoffer. Mais aujourd'hui, on est solide sur l'innovation, le management de l'innovation, l'aide au financement de l'innovation. On est très solide. On est solide sur, bien sûr, la stratégie digitale. On est solide. Nos clients nous ont demandé de se déplacer sur l'excellence opérationnelle. Donc on est une équipe de plus en plus solide sur la partie opération et procurement. Et puis plus récemment, là aussi ça montre bien l'état d'esprit de Visiative. On a beaucoup investi quelques millions d'euros dans la cybersécurité pour que nous, on soit quelque part sécurité by design, qu'on modifie un peu notre façon de travailler par rapport à ces problématiques malheureusement de plus en plus importantes de cyberattaques avec des PME qui sont en forte vulnérabilité. Et on s'est dit, et ça c'est l'état d'esprit de Visiative, puisqu'on va faire ça pour nous, on va faire aussi pour les autres. Et on va faire en sorte qu'une offre basée sur notre savoir-faire industriel de software, de conseil, on puisse offrir au plus grand nombre, donc aux PME, un outil de diagnostic sur les cyberattaques, un plan de remédiation. Donc là, on est très fiers, on a signé des partenariats forts avec les Digital Hubs des différentes régions. On a signé aussi un partenariat avec une banque de territoire en espérant que ça se propage dans d'autres banques et d'autres assureurs. On a beaucoup de demandes là aussi de partenariat. On est très fiers de cette offre, elle est unique. Elle marche bien, elle est déployée déjà dans plus de 100 clients. Les solutions, en fait, elles s'étoffent là aussi de jour en jour, au sens très continuum digital autour de la conception, simulation, configuration des produits, gestion du cycle de vie produit, sales et marketing, donc e-commerce B2B, service client, de manière très transversale, tout ce qui est compliance et qualité. Et puis, bien sûr, la partie plus actif immobilier de l'usine de l'entreprise, et puis bien sûr à la fin les collaborateurs. Donc tout ça en fait est en train de s'enrichir, de travailler sur un continuum. Donc les déplacements que l'on a fait, et je vais les symboliser avec des termes très technologiques, mais qui sont repérés par des marchés, hein, c'est-à-dire qu'on est très fort dans le PLM. Une fois qu'on a géré le cycle de vie de produit, on a besoin de gérer l'information produit. Toutes les entreprises qui ont, entre parenthèses, des catalogues, dès que vous voyez un catalogue papier, c'est une entreprise qui doit évoluer vers un catalogue web, donc ce qu'on appelle le PIM. Donc on a aujourd'hui les solutions autour du PIM et on est leader sur cette partie industrielle. Quand on a des clients qui ont des produits configurables, comme de la menuiserie industrielle, comme des portails, comme tous les produits dits paramétrables, on a besoin de créer des devis en automatique et des configurations en automatique, ce qu'on appelle le CPQ. Donc là aussi, on vient de faire une acquisition dans ce domaine-là. Quand on a des techniciens de maintenance, des commerciaux sur le terrain, on a besoin de collecter des données, ramener des données. Donc on a des outils qui permettent de faire des applications mobiles sans code, donc avec notre savoir-faire là aussi historique d'outils d'automatisation de processus et de portail collaboratif. Donc on est très aguerri sur ces sujets-là et on a vraiment l'ambition d'apporter des solutions qui ont un fort ROI chez nos clients. Et enfin, cette confiance nous permet d'animer 3 typologies de communautés. Donc historiquement, MyCAD, qui est une communauté de 90 000 utilisateurs autour des solutions 3D, la communauté de dirigeants et puis les communautés d'experts. Deuxième pilier, l'expérience. Donc l'expérience, on en a parlé, on commence à plus être tout jeune, 35 ans d'expérience dans les bureaux d'études depuis 35 ans, 23 000 clients, quelques centaines de milliers, pour ne pas dire des milliers de mise en place, à la fois sur le conseil, le software, donc cette particularité, hein, on est un animal atypique en fait. On ne sait pas nous ranger dans une société de conseil, on ne sait pas nous ranger dans une société d'éditeurs de logiciels et on ne sait pas nous ranger dans une société de SN. Donc on est atypique, on est adapté à un marché qui a besoin de cet animal atypique qui est Visiative, capable de répondre à ces sujets de software, conseil
et déploiement. Les communautés, j'en ai parlé. Et là, le pilier expérience, qu'est-ce qu'on est en train de transformer? Et là, on en est très fiers parce que du coup, on est là aussi en early adoption de cette solution. Alors déjà, cette solution, et je regarde Audrey, elle est native Agora. Donc c'est notre première solution, et j'y reviendrai, native de tout le travail qui a été fait en termes de cloudification, donc de mise sur le cloud de nos applications. Cette application, elle a été co-créée avec nos clients. Elle est collaborative dans l'exécution, c'est-à-dire qu'elle met en mouvement les dirigeants d'entreprise, les transformeurs de l'entreprise, les experts métiers et les collaborateurs. Cette solution, elle permet de capter de la donnée. Elle permet en fait d'aller chercher l'existant chez les clients et de transformer ce plat de spaghetti en véritable feuille de route pour donner un cap aux dirigeants d'entreprise. Aujourd'hui, cette solution, elle est adoptée par une vingtaine, trentaine de clients qui ont voulu bien jouer le jeu avec nous. Et on est en go-to-market de cette solution. Et elle a pour intérêt, demain, pour Visiative, d'être un vrai observatoire de transformation digitale pour la PME industrielle. Donc on a aujourd'hui capté des données, on a fait plus de 400 diagnostics qui nous permet de bien connaître les solutions existantes, de bien savoir quoi proposer à quel domaine d'activité. Donc vous voyez en fait c'est la solution. Hein, donc c'est un vrai tableau de bord de pilotage pour un comité de direction. On peut, j'ai envie de dire, une fois qu'on a utilisé, on ne peut plus s'en placer, hein, puisque ça permet. Enfin, on a l'habitude dans les entreprises de mesurer par exemple la satisfaction des collaborateurs, la satisfaction des clients, mais on ne mesure pas le score d'évolution de transformation de son entreprise. Et notre ambition là, c'est de donner aux dirigeants d'entreprise la capacité d'avoir un transfo score et de voir que chaque année, que dans cette dynamique de transformation permanente, on peut suivre le déroulement et l'exécution de ces transformations. Donc là, et pour vous donner, là aussi, hein, on a souvent parlé de diagnostics qui permettaient de créer du business chez Visiative et notamment de déployer des solutions. Donc on a fait 390 diagnostics, alors on a fait un peu plus maintenant, 644 business solutions déployées. Donc vous voyez que ça crée de l'exécution. Et pour donner un peu plus de visibilité, on en a plus de 110 en pipe. Ce qui traduit une activité dense chez Visiative, hein, puisque quand on fait ça, on construit le futur et on construit les données pour le futur. Donc là, on ne le montrera pas, mais on est à quelques mois de faire notre premier observatoire. Vous savez qu'on est reconnu en tant qu'observatoire de crédit d'impôt recherche au niveau national. On va y associer la partie transformation. Et on veut vraiment être cet observatoire qui permet à un dirigeant, d'une part, de se benchmarker, de mesurer sa maturité et surtout d'aller chercher les ambitions. Donc là, vous voyez un témoignage de client, hein, qui est une magnifique entreprise qui a fait sa transformation, qui est passée d'une fonderie à une société qui vend de l'éclairage public et qui utilise l'outil pour piloter aujourd'hui 70 projets informatiques. Donc il nous a fait un témoignage avant-hier à Strasbourg, hein, avec un panel de dirigeants, et c'est là aussi assez intéressant de voir le potentiel que l'on a sur cette offre-là. Donc l'expérience va être capitalisée dans une plateforme digitale au service de nos consultants, au service bien sûr de nos clients. Le troisième pilier, qui n'est pas des moindres, c'est l'architecture. Le côté qu'on ne voit pas, mais je sais qu'il y a un travail colossal qui a été fait là depuis de nombreux mois avec l'équipe d'Audrey. Donc cette architecture technologique Agora. Et là, je vais essayer d'être extrêmement pédagogique. Il faut imaginer Agora comme étant un hub de connexion dans lequel on vient plugger soit des solutions existantes, soit des solutions futures, qui sont des solutions qui peuvent être natives cloud, mais qui peuvent être aussi hybrides, qui sont compatibles Agora et que l'on va démultiplier pour faciliter la vie à nos clients et faciliter le continuum digital au travers d'un élément clé, la donnée, qui revient en fait sur le premier slide. Donc on a un enjeu, c'est de remettre la dynamique donnée au centre, de faire en sorte que tout soit plugué sur ce hub,
Donc ça nous a donné quoi? En fait, ça nous a donné des grands changements en termes de R&D. Donc Audrey a apporté de la modernisation aussi bien au travers des méthodes que des outils. Tous nos outils sont sécurité by design. Donc ça c'est important. C'est-à-dire que là aussi, on a été audité récemment sur Agora et sur les outils Transformer. C'est parfait. Donc il faut le dire quand c'est parfait. Et on a vraiment là aussi cette fierté et quelque part ça garantit à nos clients le fait que quand ils déploient Agora et une solution native Agora, ils sont déjà cybersécurisés au moins sur cette partie-là. Derrière, en fait, c'est d'aller chercher toute cette expertise que l'on a autour du manufacturing qui, je le rappelle, est dans notre ADN et de le transformer en solutions qui viennent se plugger sur Agora. Donc pour donner en fait un peu d'exemple d'Agora et plutôt le mettre en image, donc ce qu'on veut c'est que Agora soit un des piliers de ce qu'on a appelé l'Innovation Center de Visiative, qui sera à disposition bien sûr de Visiative, mais qui sera à disposition de nos clients pour pouvoir très vite venir plugger dans cette dynamique à Agora des applications métiers qui viennent rendre service. Donc bon, le slide d'avant il est assez intéressant. Alors il est intéressant pourquoi? Parce qu'en fait il montre derrière la customer experience et ce qu'on appelle la digital workplace de ce que peut être Agora en termes de visibilité customer. Mais derrière tout ça, en fait, il y a ce qu'on peut appeler le knowledge graph de Visiative. C'est-à-dire que derrière tout ça, les connexions que vous voyez derrière tout ça, qui peuvent paraître un peu compliquées, vous voyez les mots de BOM, donc qui veut dire Bill of Material, donc nomenclature, qui est la clé des données techniques. Et dans cette dynamique-là, on rassemble tout ça, c'est-à-dire que notre ambition, c'est vraiment de connecter tout ça et de redonner du continuum digital à nos clients. Et si on regarde l'architecture simplifiée technologique de Agora, en fait, et ses différentes couches, bon, ce qui importe nos clients, c'est bien sûr de faire en sorte que les solutions déployées par Visiative, les solutions existantes se parlent entre elles et puissent se connecter. Je rappelle qu'avant, et toujours maintenant, on fait des connexions à plat entre des fichiers. Donc nos clients sont vraiment pénalisés avec ça et on a cette ambition de donner cette fluidité. Que derrière tout ça, on a aussi la capacité de bien sélectionner donc le select buy des partenaires avec les prérequis d'Agora pour offrir cette solution globale et cohérente à nos clients. Et ce qui est important, et que vous voyez dans ce slide, c'est que notre système d'information est aussi à terme connecté à cette dynamique-là. Pourquoi? Parce que quand on a pour ambition d'avoir des clients 100% abonnés, il faut que le flux soit hyper fluide au sens expérience client qui vient lui-même en self-service faire en sorte de délivrer des nouveaux services autour des choix des solutions qu'il a mis en place. Donc tout ça doit être limpide. Donc vous voyez que ce programme et cette ambition est forte. Même si vous voyez le logo Azure, on est agnostique cloud. On a fait un choix, bon, on n'a pas hésité longtemps, mais de dire aujourd'hui quand même 80% de nos clients utilisent Office 365, donc utilisent le service Microsoft, qui est quand même assez clé dans le collaboratif, puisqu'on a aussi des connexions avec les outils Microsoft. Et donc on a fait un choix Azure de go-to-market, mais on est agnostique. Et puis après, vous voyez une barre centrale là, qui représente ce qu'on appelle, nous, les building blocks, toutes ces technologies que l'on assemble pour donner du sens à Agora et qui sont en fait la clé du bon fonctionnement. Donc c'est le hub de données, la capacité d'authentifier les utilisateurs, etc., etc. Donc tout ça pour que ça soit limpide. Donc vous voyez que nos PME, aujourd'hui, même si elles sont équipées de DSI, sont quand même très loin de mettre ça en place. Et notre conviction, c'est que si on ne met pas ça en place, on n'accélère pas la transformation. Ensuite, autre pilier qui est l'expansion. Donc là aussi, je vais passer très vite puisqu'on l'a démontré, mais globalement, on s'appuie sur quoi? Sur notre capacité d'animer des clients et des communautés, d'acquérir de nouveaux clients, de servir cette base installée qui est dans un premier temps plutôt francophone. Donc on a un enjeu
d'internationalisation de nos communautés, hein, qui sont aujourd'hui, pour MyCAD et Entreprises du Futur, plutôt des communautés francophones, et on a l'ambition de les passer au niveau international. On sait que ça marche en termes de recommandations et d'upsell et de cross-sell, donc on veut, dans la dynamique d'avoir cette proposition de valeur globale et worldwide, continuer à démontrer ce qu'on est capable de faire, donc être un agrégateur attractif, aussi bien pour les nouveaux collaborateurs que les solutions et partenaires futurs. Donc là, vous avez une cartographie de notre implantation à l'international. Donc vous voyez qu'on n'est qu'au début. On est au début d'une belle implantation. Aujourd'hui, on a 4-5 secteurs, enfin plaques géographiques sur lesquelles on est pas loin des 20 millions d'euros. Donc on a fait, j'ai envie de dire, le plus dur. On est dans une taille critique et on a besoin et on a l'opportunité d'accélérer. Et enfin, pour finir, l'excellence qui est très transversale à tout ça, l'excellence qui est portée par notre ambition d'être une entreprise à performance extra-financière, donc les labels dont j'ai parlé, ESG, le hall Visiative, la marque qui est déployée au niveau international. Et au cœur de tout ça, un projet qui a son importance, dans lequel on a commencé à investir, pas loin d'ailleurs de 500 000 euros cette année, et qui va en continuer à se démultiplier, qui est en fait la Visiative Academy, et qui a pour ambition à la fois de servir, bien sûr, les compétences internes, compte tenu des besoins que l'on a de former nos consultants, former les chefs de projet, former les équipes au niveau appréhension de l'offre, mais aussi de nos clients. Donc on a un gros projet académique, qui est à la fois digital et humain, qui va venir renforcer notre chiffre d'affaires formation, mais surtout qui va venir renforcer la dynamique de talent. Donc là aussi, on va être innovant, puisqu'on aura des parcours pour les dirigeants, des parcours pour les transformeurs et des parcours pour les utilisateurs. Donc ça aussi, parfaitement aligné à notre stratégie. Donc là aussi, le hall Visiative transpire par notre quotidien. Vous voyez ici, bon, à la fois, bien sûr, les collaborateurs au niveau international qui sont dans une dynamique d'équipe, et c'est notre grande fierté. 5 points pour revenir et qui brossent, j'aurais presque pu commencer par ça et finir par ça, mais pourquoi investir chez Visiative? Bon, on l'a dit, hein, c'est une valeur de long terme, de rendement, puisqu'on souhaite être une entreprise à la fois de croissance et de rendement. On est sur un marché dynamique, on l'a démontré par le passé, et tout est à faire avec ce qui se passe actuellement. On a prouvé que nos modèles économiques autour de la croissance, la récurrence et la profitabilité étaient solides. On a un état d'esprit, comme notre nom l'indique, vision collaborative, très collaboratif et engagé, avec cette dynamique de communauté. On a la capacité de séduire à la fois des clients et de consolider un marché. Là aussi, les opportunités sont nombreuses, surtout en ce moment, et on a de nombreuses opportunités. Et enfin, on conjugue l'expérience et l'expertise, ce qui n'est pas des moindres quand on attaque un marché comme la PME industrielle. Donc avec un executive committee, donc un COMEX et un comité de direction, des managers et des collaboratrices et des collaborateurs de talent, et on en est fiers. Je dirais même que c'est nos clients qui le disent le mieux. Donc on a typiquement, pour rebondir, le 12 octobre, un séminaire inversé où vous aurez, si vous avez envie de mieux connaître la proposition de valeur de Visiative, une vingtaine de clients qui viendront témoigner de l'usage des solutions de Visiative sur scène, avec une communauté de 300 clients. Donc on est fiers de ça, parce qu'on accélère la transformation et l'innovation de nos entreprises. Merci. Les trois chiffres. Ah oui. Justement,
peut-être, j'oublie le principal. Mais voilà, donc bon, 500 millions d'euros qui est l'enjeu. Hein, donc c'est ambitieux, hein, c'est doublé de taille. Et pourquoi c'est ambitieux? Parce que c'est aussi en conjuguant la transformation du modèle économique. C'est-à-dire que, vous le savez, hein, quand on passe d'un modèle CAPEX à un modèle OPEX, il y a forcément une érosion du chiffre d'affaires. Et là, notre enjeu, c'est d'accélérer et de passer à 100 millions d'ARR, tout en continuant notre croissance. Donc ceux qui calculent vite, vous voyez que c'est une croissance moyenne de 12% par an, bien sûr qui sera conjuguée de croissance externe, avec des beaux projets en cours, des beaux projets qu'on a même fait cet été. Donc on a beaucoup d'opportunités. Maintenant, il faut qu'on soit là aussi, comme on a été très rigoureux, je le rappelle, on a toujours été rigoureux dans les acquisitions et notamment le coût des acquisitions, qui sont parfois s'emballent un peu. On a toujours été raisonnable et on est en gestion de bon père de famille, d'une entreprise, comme l'a dit Philippe, familiale, et qui prend les enjeux et les ambitions. Alors au-delà de ces chiffres purement financiers, donc là aussi on s'est engagé très clairement sur les sujets de développement durable, d'employés, d'équité. Là aussi, bon, les chiffres parlent d'eux-mêmes et on est très fiers de ça. Donc Visative, une société inclusive, où on adore aussi accompagner, puisque notre promesse, c'est quand même Sharing is Growing, des nouveaux alternants chaque année qu'on accompagne vers leur future carrière. Donc là aussi, une entreprise qui est très demandée, donc on est fiers de tout ça. Donc voilà. Bon, là, c'est pour rebondir sur le cours. Et donc si on regarde et on évite l'effet roller coaster qui peut justement être parfois compliqué quand on est investisseur chez Visative. Ce qu'on a voulu démontrer ici, c'est que dans la tendance et dans la durée, on est pas loin du Nasdaq, un tout petit peu en dessous. Mais on est dans une belle tendance et là aussi, merci encore aux investisseurs de long terme et de confiance qui nous font confiance depuis le début. Donc là, on est bon, là. Donc, place aux questions. Donc, c'était dense. Hein. Je ne sais même pas si j'ai respecté le timing. Je suis vraiment passionné par tout ça. Et Bonjour, Edouard Poulot, Ma Capital. Dans les 250 millions d'euros de chiffre d'affaires que vous voulez ajouter, je simplifie, hein, c'est un tout petit peu moins, mais il y a combien de croissance externe dedans? alors, c'est une très bonne question. J'ai envie de dire, à date, on est équipé pour faire entre 60 millions, un peu plus. Bon, ça dépend forcément des modèles économiques dont on fait l'acquisition, en fait. Hein. C'est assez simple. C'est-à-dire, vous savez qu'on paye pas de la même façon. Et l'acquisition d'une société qui est éditeur de logiciels, une société de conseil ou une société intégrateur de solutions. Donc en fait, on a plutôt, nous, de manière très solide, envisagé un plan qui est un tiers, un tiers, un tiers. Donc après, tout ça dépend des opportunités. On a une cartographie de ce qu'on veut faire. Donc on peut imaginer entre 60 et 80 millions de chiffre d'affaires en croissance externe. Après, les croissances externes sont contributives de la croissance organique, hein, c'est-à-dire que, enfin là on le voit déjà, hein, des structures comme Absiski qui viennent renforcer notre conseil en innovation, sont déjà dans une dynamique de croissance organique, donc c'est toujours un peu compliqué de faire la distinction, mais faut... Si vous calculez vite derrière tout ça, vous voyez que le rythme de croissance organique, il est plutôt de l'ordre de 7%, et puis le reste... Et 5% de Comment croissance. Et 5% de croissance externe.
Voilà. en croissance moyenne. Si on fait, bon, après, on ne s'interdit pas de. En fait, l'idée, c'est quand même de revenir vite en croissance organique à 2 chiffres. Mais vous l'avez bien compris, hein, quand on transforme notre modèle économique, et notamment en ARR, c'est compliqué d'aller chercher de la croissance faciale. Enfin, les contrats qu'on a pris aujourd'hui en booking, où on ne communique pas dessus, mais laissent penser que la boule de neige ARR va être fructueuse d'ici quelques mois. Ok. Peut-être une autre question sur les recrutements. On sait que vous faites un métier d'homme, donc il faut recruter pour faire de la croissance. À partir de là, sur le plan que vous avez donné, vous comptez avoir combien de personnes à 2028 à peu près pour arriver sur ces métriques? En fait, c'est assez linéaire, hein, quand on voit aujourd'hui la progression de Visiative, effectif en relation du chiffre d'affaires. Ceci dit, notre ambition quand même, c'est de démultiplier au travers. Vous voyez qu'on digitalise nos métiers. Et ça, c'est notre grande fierté. Hein, donc, j'ai envie de dire qu'on ubérise quand même le métier de conseil, hein, parce que quand on faisait avant du conseil de dirigeants, et pour, je ne sais pas si ça va être capté, mais on le coupera, mais avec nos amis les Big Five et qui viennent et qui font du PowerPoint et qui reviennent chaque année avec des chiffres qui sont quand même très importants pour la PME. Nous, quand on fait ça et qu'on digitalise le métier de conseil, quelque part, on limite le besoin de consultants dans les équipes Visiative, puisque j'ai envie de dire, aujourd'hui, on est plutôt en train d'envisager de former nos clients à être autonomes dans la transformation de leur entreprise grâce à nos outils, et donc de démultiplier cette transformation permanente en termes de diagnostic et d'audit. Donc on est un peu à contre-courant d'une dynamique linéaire entre les effectifs et notre service. Mais bon, il faut envisager que ça sera linéaire, mais je pense qu'on fera mieux en termes d'efficacité opérationnelle. Donc le poids du corps est quand même vraiment en train de basculer vers le software, le consulting équipé en fait de software, donc avec des modèles très software en fait. Si je peux juste rajouter quelque chose, on est sur notre répartition de chiffre d'affaires, on est 60% software, 40% consulting. Donc ça va rester à peu près dans cette même ventilation. Et donc forcément, la partie software nécessite moins de personnel et est moins linéaire que la partie consulting. Donc on n'est pas une ESN, on a cette partie, nous, software et consulting company, donc qui donne effectivement cette décorrélation en fait. Et d'autre part, on est dans ce mécanisme en fait de boule de neige, c'est-à-dire qu'effectivement, chaque année, on vient accumuler en fait des contrats soft et qui viennent se compléter. Et chaque fois, en fait, l'ensemble du personnel de Visiative en fait va permettre effectivement de créer et de rajouter à chaque fois. Mais derrière, l'acquis en fait nécessite beaucoup moins de personnes. Peut-être une question là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous donner le churn justement de tous ces contrats que vous prenez historiquement? On a peut-être un défaut, c'est qu'on est incapable de vous le donner. Non, de manière très transparente, aujourd'hui, on ne communique pas sur le churn. Pourquoi? Bon, déjà parce qu'il n'est pas important. Donc ce qui n'est pas important ne mérite pas d'être forcément mesuré. Qu'on a déjà beaucoup de challenges. Mais le churn aujourd'hui, en fait, il est lié, j'ai envie de dire, beaucoup à la défaillance de nos clients et non pas au fait de dire j'utilise pas les produits. Bon, je l'ai dit en introduction, nos clients sont extrêmement fidèles. On n'est pas sur des applications consommables. Alors, on a quelques sujets qui sont dans notre proposition de valeur, qui sont liés, qui peuvent être à consommation temporaire, mais on est vraiment, nous, dans des projets structurants. Donc, j'ai envie de dire que le churn, au sens usage de nos solutions métiers, est complètement différent par rapport à chacune des solutions et il est très faible en fait. Ok, peut-être une dernière question. Sur le plan que vous nous donnez, il manque une métrique, c'est celle de la marge. Comment vous expliquez ça et quelle va être, donc vous parliez de 15% tout à l'heure. Si 15%. Alors on a l'habitude, et je rappelle qu'un plan stratégique il est là pour exécuter et se concentrer sur les objectifs.
Quand on a parlé de ODO et quand on a parlé de Next 100, on a parlé uniquement, et on a fait des guidance qui sont uniquement de chiffre d'affaires et d'offensivité et de marché. De la même façon, ce plan, Shift 5, il a pour objectif de se concentrer sur le demi-milliard et les 100 millions. Et c'est le message qu'on veut faire passer aux équipes, au mouvement de Visiative. Sur le côté bien gérer l'entreprise, j'ai envie de dire qu'il faut regarder le track record. On sait aujourd'hui conjuguer de la croissance et de la rentabilité. Je l'ai expliqué, on est sur un palier, ce qui est le palier des 10%. On ne veut pas se donner ça comme objectif parce qu'on ne veut pas hypothéquer le futur, c'est-à-dire qu'à chaque fois, quand on change, quand on modifie les plans de commission des commerciaux, quand on investit sur de la R&D, sur des nouvelles business solutions, on prépare le futur. Et ce n'est pas les 1 ou 2% d'EBITDA chaque année qu'on fera supplémentaires qui vont changer la face du monde tant qu'on peut rembourser nos dettes, quand on a du cash flow et qu'on gère bien l'entreprise. On ne veut pas hypothéquer ça et on veut préserver notre capacité à faire de l'offensif. Et je l'ai dit tout à l'heure, notre ambition, c'est bien sûr de passer à terme à un autre palier, qu'on pourrait dire le palier des 15%. Donc maintenant, si vous me dites, est-ce que les 15%, on les dépassera en 2027, en 2028 ou en 2029 ? Je ne veux pas, et il ne faut pas qu'on réponde à cette question, parce que ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est 100 millions d'ARR, 500 millions. Oui. Ce que je peux juste dire par rapport à ça, c'est que l'entreprise sera complètement différente, elle sera valorisée complètement différemment, et c'est quelque part ce qui nous intéresse quand on est actionnaire, dont je suis principal actionnaire. Donc, ce qui m'intéresse, c'est la valeur créée dans la dynamique de la proposition de valeur, l'adhérence du marché, et je ne cours pas sur de l'EBITDA à court terme. En tout cas, ce n'est pas chez Visiative. La question, c'est plus, est-ce qu'à 2028, sur le plan que vous nous donnez, il faut prendre 10 ou il faut prendre 15 raisonnablement ? Sûr ? J'ai envie de dire que si mon ambition personnelle d'actionnaire, c'est de faire 15. Par contre, c'est pas notre indicateur. Notre modèle que l'on construit est bien sûr un modèle bien plus rentable que le modèle d'où on vient. C'est évident. Et vous le comprenez facilement, puisqu'on est sur des mécaniques d'ARR, etc. Mais à date, ici, maintenant, pour engager la transformation, est-ce que c'est le point principal ? Ma réponse est claire. J'ai des convictions là-dessus, et je crois qu'on est tous convaincus. Elle est aujourd'hui se donner les moyens de réussir, donc les investissements, les dynamiques, pour justement atteindre ça. Donc après, j'ai eu des questions de la courbe en J, je ne sais pas si ça sera un J ou un petit accent, je ne sais pas, mais franchement, on l'a démontré sur ODO et Next 100, on a fait de la croissance et on a gagné 1 point par an. Donc on est très focalisé sur gérer la profitabilité, mais aussi réussir l'objectif de croissance. Ok, merci. Oui, donc Philippe a répondu en partie à ma question, mais pour bien comprendre, sur les 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, s'il y a 60% qui sont software, ça fait 300 millions. 100 millions d'ARR, c'est de l'abonnement, c'est-à-dire qu'il y a encore 200 millions de on-premise à horizon 2028 dans vos guidance. Donc c'est une légère croissance par rapport au niveau actuel. Donc vous pensez que le on-premise va perdurer et qu'il n'y aura pas une accélération de la contraction de l'activité ? C'est une bonne question. On fera au moins 100 millions. Si on peut faire plus en ARR, si on peut faire plus, on fera plus. Les 100 millions, on les voit, c'est la mécanique actuelle. Ça s'accélère. Donc on fera au moins 100 millions. On a eu la question hier, je crois que c'est Emmanuel qui est de dire oui, 100 millions, c'est 20% du chiffre d'affaires. Donc c'est à la fois beaucoup, puisqu'aujourd'hui, je le rappelle, on est à un peu plus de 10%. Donc on a un modèle économique qui génère un peu plus de 10% d'ARR. Est-ce qu'en 2028, on sera à 20 ou à 25 ? Là aussi, ce qui est important, c'est que dans l'exécution, et si on le fait avec 1 an d'avance ou 2 ans d'avance, c'est 100 millions d'ARR.
on sera très content de vous dire qu'on a encore exécuté avec 1 an d'avance. Le marché, je pense qu'on sera en avance. Pour être très, très clair, je pense qu'on sera en avance. Maintenant, voilà, nous, on s'est fixé ce cap-là. On a quand même quelques clients. Je vais vous partager quelque chose que j'ai eu avant-hier avec une dirigeante d'entreprise, de PME. Et ça, c'est c'est à nous de travailler là-dessus. Elle me dit, mais Laurent, super, hein, vous passez tout en OPEX, etc. Mais moi, j'en ai ras-le-bol de l'OPEX. Moi, il me faut du CAPEX. Parce que moi aussi, j'ai des objectifs d'EBITDA, quoi. Donc moi aussi, je veux pouvoir aussi acheter certains de mes investissements en CAPEX, etc., etc. Donc ça, il ne faut pas... les dirigeants commencent un peu aussi à en avoir marre de rajouter des locations supplémentaires sur leur ligne d'usage. Donc le marché, il faut l'écouter. Donc il faut l'écouter. Nous, on laisse la capacité de garder, pour ceux qui ont fait le CAPEX. Et je ne veux pas me laisser éventuellement l'opportunité de revenir sur certaines offres avec des solutions CAPEX. Et surtout, si elles sont subventionnées. Parce que là aussi, il faut le savoir, c'est que dans les dynamiques gouvernementales d'accompagnement à la subvention et aux aides, on ne fait que du CAPEX. Donc là aussi, c'est à nous d'être à l'écoute des entreprises et de dire si dans une offre et dans un packaging particulier, un jour il faut faire du CAPEX, on fera du CAPEX. Alors, du coup, est-ce qu'on doit comprendre que si l'adoption de l'abonnement accélère, donc l'objectif d'ARR pourrait être dépassé, mais par contre l'objectif de chiffre d'affaires pourrait être remis en question, parce qu'il y a une question de reconnaissance du chiffre d'affaires qui est un peu moindre en abonnement qu'en modèle on-premise. Là, j'ai envie de dire que il y a le sujet organique qui effectivement peut être plus compliqué si effectivement l'ARR s'accélère. Ensuite, il y a 2 choses. Il y a le fait de se dire, dans les acquisitions futures, dans la matrice d'acquisition, il est clair que si on fait des rachats plus de métiers de VAR qui arrivent avec des gros chiffres d'affaires et qui n'ont pas commencé l'ARR, vous voyez que ça peut aller extrêmement vite et on l'a démontré par le passé. Hein. C'est-à-dire que là, on a des cibles qui font 20, 30 millions de chiffre d'affaires et qui très vite peuvent accélérer le chiffre d'affaires, où le travail d'agorisation, de cloudification, de passage en ARR en termes de vente est à faire. Donc si on rachète des sociétés qui sont très on-prem, on va accélérer notre chiffre d'affaires et on va... donc ce qui est important, et ça a été dit par Philippe, les 100 millions d'ARR sont construits principalement sur l'organique. Donc après, les croissances externes, elles peuvent être on-prem ou ARR, et ça, à date, je ne peux pas vous répondre. Et ma dernière question, c'est sur l'exposition aux solutions d'Assosystème. Le dernier chiffre connu, je crois que c'est 2021, c'était à peu près 2/3 de votre chiffre d'affaires. À un horizon 2028 sur 500 millions d'euros, quelle sera cette proportion? Elle va se réduire? Alors, à cette question, il y a 2 réponses. Et ça, il faut bien l'appréhender. En fait, quand on est aujourd'hui et quand on fait des présentations autour ce qu'on fait de moins en moins, autour du métier d'Assosystème, il y a 2 métiers en fait. Il y a un métier qui est pur de distribution, c'est-à-dire achat-revente. Je prends des licences de Dassosystème et je les revends. Donc ça, c'est très, on va dire, adhérent et interdépendant à Dassosystème, puisque Dassosystème a besoin de nous pour le go-to-market. Et puis, il y a la valeur ajoutée autour de ces produits, qui est le métier d'intégrateur, où, comme vous le savez, les grands viennent, Accenture, etc., où là, c'est du service à valeur ajoutée, du service industrialisé. Nous, aujourd'hui, sur l'achat-revente, on est déjà presque inférieur à 50%. Hein. Donc les 2/3, c'est-à-dire que le fait de dire on fait de l'achat-revente, donc après le service autour des produits d'Assosystème, on est capable de le faire, même si on ne fait pas l'achat-revente. Et ça, c'est le marché d'Assosystème. Donc après, sur la mécanique globale, nous, ce qu'on a envisagé pour être assez simple, c'est que
On le voit, là aussi ça va dépendre des croissances externes, hein, mais aujourd'hui 50% de notre activité autour du métier Dassault Systèmes, ça sera à mon avis le maximum, sachant que si vous avez bien noté, dans ce métier de VAR historique, on va démultiplier les partenariats avec le Select Buy. Donc on aura, au-delà des produits de Dassault Systèmes, tous les produits partenaires de Dassault Systèmes, d'autres produits qu'on est en train de sélectionner dans notre catalogue. Donc je sais et qu'en fait, vous analysez le modèle Visiative à partir d'un modèle historique VAR distributeur de Dassault Systèmes, mais franchement, là aussi, il faut se déplacer. Il faut se déplacer vers la valeur, il faut se déplacer vers le métier plus global de VAR, en fait. Posez des questions pour Audrey, Bertrand. C'est un peu ça sur Agora, en fait. C'est la question que je me posais en vous écoutant. C'est qu'en fait, vous développez donc une plateforme, donc je comprends bien la stratégie, vous voulez plugger vos solutions, les solutions des autres et les commercialiser via cette plateforme. Mais sachant que vous adressez une clientèle quand même de TPE, de petites entreprises industrielles, la question que je me posais, c'est que est-ce que du point de vue du client, c'est pas quand même une source de complexité ce que vous leur proposez pour certains clients qui voudraient, par exemple, seulement une licence d'assaut ou simplement un simple conseil pour obtenir une subvention de CIR ou je ne sais trop quoi. Alors, je comprends tout à fait votre proposition de valeur, mais du point de vue du client, est-ce que c'est pas un frein quelque part de proposer cette plateforme, cette solution d'abonnement, etc. Et lui voudrait peut-être rester un peu plus libre et seulement travailler un peu comme il le faisait auparavant, en fait. Je ne sais pas si ma question est légitime ou pas, mais... Je vais répondre sur la première partie. Les TPE, petites ou un peu plus grosses, elles ont souvent des serveurs applicatifs sous l'escalier, branchés sur des onduleurs qui n'ondulent plus beaucoup, et avec des plans de reprise d'activité quand il y a des sauvegardes qui n'ont jamais été testés. Le vrai monde, il tourne avec des ERP, et on en a eu encore récemment, qui sont parfois un peu anciens, et sur des solutions sur lesquelles ils sont très exposés. Ce monde-là, il est en train de changer. Et ce monde-là aussi, il passe de plus en plus sur le cloud. Et la proposition de valeur de gestion du produit industriel, elle bouge vers le cloud aussi. Et ça leur amène la simplicité. L'exécution de la technologie IS/IT dans la PME, elle est complexe quand elle est on-premise. Ils n'ont pas les ressources ni les compétences. Et on a malheureusement une liste de clients qui se sont retrouvés très exposés parce qu'en fait, ils n'avaient pas le niveau de compétences pour maintenir ces conditions opérationnelles. Ce qu'amène la plateforme Agora, c'est justement tout ça. Et ça leur simplifie la vie et ils en sont demandeurs. Ils en sont demandeurs. Et je pense que tu peux peut-être compliquer, pardon. Oui, je vais rajouter aussi sur l'aspect technologique. On se dit Agora, c'est une plateforme, donc on a peut-être l'idée de quelque chose de très complexe. On va dire au client, voilà, faut que tu mettes ça, ça, ça. Il y a beaucoup de choses, c'est très long. Ce qui n'est pas du tout l'objectif d'Agora. On va dire que dans ce que tu as présenté dans le schéma, les couches basses sont peut-être très complexes en termes de tuyauterie, mais c'est notre affaire. Mais on va la rendre simple pour le client. C'est-à-dire que vis-à-vis du client, l'accès à Agora, la façon d'y aller, que ce soit pour une licence d'assaut, que ce soit pour de l'accompagnement, pour du conseil ou quelque chose de très simple, va être finalement très très simple. Et on va travailler on travaille sur l'expérience client justement, et on en fait un enjeu stratégique pour que l'accès à Agora soit extrêmement simple. Même si derrière vous avez le nom et le mot plateforme, on n'est pas dans justement quelque chose qui se veut complexe. Toute cette complexité, c'est nous qui l'absorbons pour avoir quelque chose de très simple, one click, on va dire, pour le client. Ok, très clair, merci. Et l'autre point peut-être, c'est d'un point de vue commercial. Donc je suis client, vous me proposez votre propre plateforme, Dassault a sa propre plateforme. Est-ce qu'il n'y a pas une petite concurrence qui pourrait s'instaurer avec votre partenaire ? Non, le positionnement des deux plateformes sont différents. Le positionnement de la 3D Experience de Dassault Systèmes est très orienté pour le marché du SMB, très orienté conception. Nous, la nôtre, elle a un complément
de ce positionnement-là, et il embrasse des solutions métiers beaucoup plus larges, beaucoup plus adaptées au marché de la PME. Vous avez présenté tout votre plan stratégique à Dassault, il n'y a aucun souci. Nous avons de bonnes relations avec Dassault Systèmes. Ok. Et ma dernière question, c'était un peu sur le pricing power, en fait, qui est un peu un sujet central en ce moment. Donc, est-ce qu'on peut avoir une idée concrètement sur vos propres solutions, de combien vous avez augmenté les prix, je ne sais pas, depuis 2 ans, et éventuellement du prix de vos partenaires? Parce que, bon, ce serait intéressant d'avoir cette information par rapport à l'inflation sur les coûts. Et deux, je crois que Laurent en avait déjà parlé, mais j'entends certaines ESN qui spécifient que bon, il y a beaucoup d'inflation avec le SaaS, etc., que les clients ne maîtrisent pas l'inflation des prix, puis ça commence à être un problème, et peut-être que certains resteraient sur la licence. Enfin, certaines ESN parlent de ça, ils le voient dans l'intégration. Est-ce qu'on pourrait avoir des éléments là-dessus, s'il vous plaît? Ce qui est sûr, c'est que le réajustement de prix, bon, dans les années 2021-2022, pour les raisons que vous connaissez, tout le monde l'a pratiqué. Par contre, dans le monde du cloud, le FinOps du cloud est évidemment clé. Et ça, c'est des compétences que Audrey et ses équipes ont pour faire les bons choix et optimiser toujours les solutions technologiques et faire en sorte que les factures d'hébergement soient maîtrisées et pilotées. Et ça, c'est vraiment un élément clé. Ce n'est pas que de la technologie, c'est aussi anticiper et prendre les bons choix techniques. Et on l'a vu encore récemment sur une solution, rien qu'en refaisant de l'engineering, on a gagné près de 20% des coûts d'hébergement. On a gagné. Donc tous les jours sur le métier, il faut remettre son ouvrage sur ce sujet-là. Mais c'est un métier, c'est une partie. Il y a la technologie, il y a le pilotage de tout ça qui est très important. Là aussi, je vais peut-être rajouter un point qui est essentiel, c'est qu'en fait, parce qu'on ne le voit pas, il y a beaucoup de pédagogie à faire, et notamment les dirigeants de PME. En fait, ce qu'on voit effectivement, c'est qu'on empile des OPEX et que ça commence à faire gros, y compris les hébergements, puisque derrière, il y a Azure, il y a Microsoft, etc., etc. Le sujet quand même assez clé de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, il faut voir d'où on vient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise qui a un ERP version 12 de Sage, pour ne pas les citer, ou de Microsoft, etc., est connectée à une solution de Dassault version 10, est connectée à une solution de Visiative version 5. Je dis n'importe quoi, mais juste pour vous donner ça, et qu'en fait, tout ça n'évolue pas à la même vitesse, au même rythme, avec bien sûr des versions qui sont pas uniques pour chacun des éditeurs. Et le monde de demain, justement, va déjà bien améliorer ça en termes de coûts, parce que ce qui coûte cher à l'entreprise, et qui n'est pas facial, c'est les connecteurs, en fait. C'est tout ce qui se passe entre l'ERP, la CAO, l'extranet, etc., qui est à coût de spécifique et qui fait le bonheur des ESN, au sens très service du terme, et qui coûte très cher et qui est à la fin très spécifique par entreprise. Et ça, les dirigeants s'en aperçoivent pas beaucoup. C'est dans leur consommation informatique, etc., etc. Et c'est ce qui coûte le plus cher aujourd'hui. Donc si on va demain dans un monde idéal où en fait on utilise des services de connexion qui sont dits standards, qu'on limite les spécifiques, globalement on va gagner d'une part de l'agilité pour plugger les solutions que l'on veut, et puis on va gagner aussi de l'agilité pour évoluer et d'avoir toujours la dernière version. Nous, aujourd'hui, on a des clients qui sont en version 2010 de SolidWorks, ce qui n'est pas possible, en fait. Parce que s'il veut travailler en interopérabilité avec la supply chain, on lui demande d'être compatible. Donc tout ça va justement emmener la dynamique du cloud, en fait, de cette capacité à plugger facilement, à connecter facilement, à être de plus en plus standard, etc., etc. Donc il y a ces deux mondes, ce qu'on appelle globalement le FinOps, qui est de dire on optimise déjà les coûts d'hébergement, on utilise les coûts de chacune des solutions, et puis derrière, tous les coûts qui sont liés à ces fameux connecteurs qui font le bonheur des sociétés de services. Ok, et sur la dimension prix de vente, par exemple vos principales applications dans Agora, en SaaS, vous avez augmenté les prix de combien? On n'a pas raisonné en prix, en fait. Aujourd'hui, on a revu notre tarification par rapport à la valeur, et on s'est fait accompagner pour être transparent sur le sujet. On veut vraiment avoir un modèle économique qui est lié à la valeur créée.
Donc, en globalité, on a augmenté nos prix, mais on n'a pas fait voilà, plus 10 par rapport à l'inflation, etc. Pas sur la partie software, on l'a fait sur la partie service. Donc, on est incapable de répondre à cette question sur le produit et de manière globale. Ok, merci. Bien. Je vous propose un petit rafraîchissement. Et puis, bien sûr, les questions, si certains ont encore des questions, on est là. Encore quelques minutes, jusqu'à midi, je crois, pour répondre et boire un verre ensemble. Merci encore. Merci.